Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du Misanthrope de Molière. Dans le Misanthrope, Molière met en scène un personnage qui déteste les humains, en particulier qui déteste l'hypocrisie caractéristique des humains de son siècle. Et il va mettre en scène ce personnage en opposition à tout un tas d'autres personnages illustrant les normes de sociabilité de la cour du XVIIe. Parmi ces personnages, il en est un en particulier, Célimène, duquel Alceste, le misanthrope, est amoureux, ce qui est paradoxal puisqu'elle est elle-même une reine de l'hypocrisie. Dans cet acte 4, scène 3, Alceste vient demander des comptes quant à un billet qui lui a été remis par Arsinoé, une autre femme amoureuse de lui, sous prétexte qu'elle serait une preuve de l'hypocrisie de Célimène, car selon elle, ce billet est destiné à Oronte, un autre personnage masculin avec qui Alceste est en concurrence dans la séduction de Célimène. Il vient donc demander des comptes à Célimène, et celle-ci semble a priori ne pas comprendre de quoi on l'accuse. Je passe ainsi à la lecture du texte. Voyons un peu par quel biais, de quel air vous voulez soutenir un mensonge si clair, et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes. Ajustez pour couvrir un manquement de foi ce que je m'en vais dire. Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire, et de me dire au nez ce que vous m'osez dire. Non, sans s'emporter, prenez un peu souci de me justifier les termes que voici. Non, je n'en veux rien faire. La dispute a commencé un peu en amont de notre extrait, et on voit au début de notre texte que Célimène a déjà justifié une première fois l'origine de ce billet, il est pour une femme. Le spectateur attentif se rend donc compte que Alceste pourrait vraisemblablement avoir été manipulé, puisque c'est effectivement une femme, Arsinoé, qui lui a donné ce billet en le faisant passer pour un billet à destination d'un homme. Ainsi, l'argumentaire se renverse, de la même manière que l'accusation se renverse au cours de notre extrait. La question de l'identification du destinataire de ce billet, objet de la dispute originelle, va devenir progressivement ainsi un enjeu de cette dispute et va jouer un rôle déterminant dans l'identification du type d'amour que chacun entretient pour l'autre. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante: que révèle cette dispute sur l'amour des personnages ? Pour traiter cette question, je découperai le texte en 3 parties. Une première du vers 1 à 14 dans lequel nous avons l'accusation de tromperie par rapport à la première explication de Célimène. Une deuxième du vers 15 à 30 dans laquelle nous aurons une défense ironique de la part de Célimène. Et enfin, du vers 31 à 42, la question de l'amour véritable ou non de Célimène pour Alceste. Je passe ainsi à mon commentaire. Par la répétition initiale du verbe voir à l'impératif, le texte promeut la thématique centrale de la preuve amoureuse. En l'occurrence, cette preuve est plutôt une contre-preuve, un biais, un mensonge. À travers cette dénonciation, Alceste pose ici une définition de Célimène qui serait a priori hypocrite et donc dont toutes les justifications ne pourraient qu'être hypocrites et mensongères. Cela va se matérialiser notamment par l'oxymore, un mensonge si clair qui allie dans un même syntagme l'idée de dissimulation et l'idée de clarté qui va être intensifiée par la construction en superlatif absolu, si clair. Ainsi pour Alceste, la preuve est formelle et il s'agit d'une preuve du désamour. Le champ lexical du mensonge va se continuer sur les vers suivants, tourner les mots, ajuster, et l'enjeu de la preuve va être matérialisé par la référence centrale au billet qui montre tant de flammes avec le champ lexical du feu qui est relié traditionnellement à celui de l'amour. Ici, l'excuse de Célimène, le billet est pour une femme, est clairement mise en défaut. Pour Alceste, c'est un mensonge clair qui est révélateur d'un manquement de foi. Dans cette réplique, le manquement de foi fait référence à la racine du mot, fides. C'est effectivement une preuve d'infidélité, mais dans ce contexte de preuve, le mot foi amène la question de la croyance en amour. En réalité, tout amour n'est que croyance d'amour. On ne peut pas prouver l'amour, mais seulement prouver le désamour, et c'est bien l'enjeu du texte ici. Simplement, il est intéressant de voir que Célimène reste maîtresse du dialogue, puisque sa réplique va effectuer une rupture dans le vers. Elle coupe effectivement Alceste. Elle se pose immédiatement en disjonction par l'usage du pronom disjoint, moi, qui l'oppose syntaxiquement à Alceste, et par l'usage de la négation totale, il ne me plaît pas. L'adjectif plaisant est ici à prendre au sens ironique qui va être caractéristique
des répliques du personnage, mais la référence à l'empire qu'Alceste a sur elle est bien représentative de quelque chose qu'elle rejette par l'ironie. Si Alceste est son prétendant, il n'est pas encore son mari, et l'autorité qu'il a sur elle n'est toujours qu'illusoire. Alceste est ainsi remis à sa place, et lui qui est colérique va venir demander justement de sortir de cette colère. Avec la répétition, non, non, avec la négation syntaxique, avec la préposition, sans s'emporter. Mais il reste toujours dans une posture d'autorité, par l'usage de l'impératif, et il reste toujours de son côté une certaine urgence à éclaircir la situation, comme va le marquer l'enjambement. Prenez un peu souci de me justifier les termes que voici. On peut noter le passage du mot au vers 4 au terme au vers 10. À travers ce passage, c'est aussi un autre mot, le terme, c'est-à-dire la fin qui approcherait. Il est intéressant de noter toujours dans cette importance de la preuve la diérèse placée sur justifié qui va venir donner une importance particulière à ce mot-là. Le rapport commence à s'inverser, c'était Alceste qui niait et à la double négation d'Alceste répond une double négation de Célimène, non, je n'en veux rien faire, et elle va ramener le débat sur le problème de la croyance, tout ce que vous croirez, mais de peu d'importance. Ici, elle fait directement le lien entre le billet factuel et l'interprétation qu'Alceste a de ce billet qui est précisément objet de croyance. Il y a donc bien une rupture entre le fait et l'interprétation du fait, ce qui va brouiller effectivement le caractère de preuve de ce billet. Si tout est illusion, c'est moins du côté de Célimène que du côté d'Alceste. La rhétorique d'Alceste va donc s'inverser, puisqu'il passe dans une posture de supplique, de grâce, mais il demande toujours une explication, montrez-moi qu'on peut pour une femme expliquer ce billet avec la reprise exacte du complément de destination de la ligne 3. Ainsi, chacun donc est resté sur ses positions, chacun accusant l'autre de tromperie et chacun étant accusé d'illusion. Je passe ainsi à la deuxième partie qui va s'ouvrir sur un allongement progressif des tirades. Là où la première partie montrait un rythme un peu soutenu avec des répliques assez courtes, de 2 ou 3 vers, ici les répliques vont s'allonger et on va rentrer dans une rhétorique beaucoup plus construite. On note toujours l'importance de la négation du côté de Célimène, elle rejette complètement les accusations, mais ce rejet est paradoxal puisque c'est un rejet d'explication qui retourne l'accusation contre Alceste. Son moyen de défense ironique va être d'accepter, paradoxalement, l'accusation d'Alceste. Simplement, elle souligne bien le caractère illusoire de cette explication, je veux qu'on le croie, qui rime ici avec le manquement de foi de la ligne 5. C'est donc bien une affaire de croyance plus que de fidélité. L'accusation d'Alceste se retourne contre lui. La description d'Oronte se fait par une antiphrase qui a valeur d'ironie. Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie, j'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est, avec la construction en parallélisme qui va venir accentuer le parallèle qui est fait entre ce que Célimène dit d'Oronte et ce que Alceste dit d'elle. Puisqu'en effet, si Alceste est celui qui prouve son amour en engueulant les gens, Célimène souligne par cette description d'Oronte qu'il ne s'y prend pas bien. Dans cette remarque ironique, elle lui enseigne comment il devrait se comporter s'il l'aimait réellement. C'est donc bien une stratégie de sa part, une hypocrisie paradoxale, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Elle retourne contre Alceste les stratégies de sociabilité, jusqu'à retourner contre Alceste lui-même, avec l'expression « ne me rompez pas davantage la tête », qui fait référence à une définition qu'Alceste donne de lui-même comme quelqu'un qui aimerait rompre en visière, c'est-à-dire rompre la tête dans un duel judiciaire. Ce retournement complet de la situation par Célimène, retournement de l'accusation, retournement paradoxal, retournement d'Alceste lui-même, va bien être compris par Alceste, mais va lui servir de nouveaux moyens d'attaque, puisque cette fois-ci, Alceste va en être réduit à un processus de déresponsabilisation. Là où il demandait des comptes à Célimène, c'est maintenant lui qui se justifie par sa faiblesse extrême pour l'extrait prodigieux du fatal amour. Il se place véritablement dans une posture pathétique et emploie dans sa rhétorique le vocabulaire tragique, perfide, les traîtres yeux, le fatal amour.
c'est précisément ce qui le rend comique, c'est son inadéquation de personnage qui se pense tragique dans une comédie. Son processus de déresponsabilisation, voire de victimisation, va continuer. Il demande une défense parce qu'il est accablé d'un crime. Célimène est coupable. On retrouve une rhétorique complètement judiciaire qui va ramener la notion de preuve au centre, puisque la preuve est ce qui va permettre de trancher pour un jury. D'où le retour du billet qu'il aimerait innocent. Il faut voir ici le sens étymologique. Innocent, c'est qui ne nuit pas. L'expression « à vous prêter les mains, ma tendresse consent » est intéressante puisqu'elle fait un pas de côté avec les expressions traditionnelles de « offrir sa main ». Ici, non seulement ce n'est pas ça, mais les mains, et ce n'est pas offrir, mais prêter, ce qui permettrait d'annoncer le retournement final lorsque Célimène demande le mariage et ne l'obtient pas. En réalité, cela nous permettrait de prévoir le désamour d'Alceste. La posture pathétique va se doubler ici finalement d'un réel paradoxe. Efforcez-vous de paraître fidèle. Là où il l'accusait d'un manquement de foi, donc de fidélité, il va lui demander de feindre la fidélité. Mais dans ce contexte, la foi du vers 5 est resémantisée avec le verbe croire. Je m'efforcerai de vous croire tel. Ici, on observe par ailleurs une construction en parallélisme qui accentue encore le parallèle qui est fait entre les deux sens du mot foi. Alceste se révèle donc dans son statut paradoxal. Il est un jaloux, mais qui veut être trompé. En d'autres termes, il préférerait être trompé parce que ce serait le signe qu'il a raison. Je passe ainsi à la dernière partie. Célimène identifie bien les causes de ces accusations multiples, une jalousie excessive qui confine à la folie, et accentue le renversement qui s'opérait avec l'expression « prêter les mains ». Autant on est de moins en moins sûr qu'Alceste aime Célimène, autant on pourrait être de plus en plus sûr que Célimène aime Alceste. Toutes les problématiques liées à la liberté en lien avec son statut de femme libre, puisque veuve, vont être ici importantes, avec l'idée de la contrainte qui met en parallèle l'hypocrisie, la feinte, au vers 34, et l'honnêteté, la sincérité, au vers 36. En réalité, l'exigence de preuve du vers 1 ne prouve qu'une seule chose, les soupçons du vers 37. La preuve est entièrement retournée, elle est plus une preuve qui accuse Alceste plutôt qu'une preuve qui accuse Célimène. Là où Alceste demandait qu'on ne s'emporte pas au vers 9, Célimène revendique une juste colère au vers 37. Le rejet total de l'accusation, voire d'Alceste lui-même, va être explicite dans la fin de la réplique, mais aussi dans sa construction, avec le rejet du vers 39-40, « Et veut mal à ma simplicité de conserver encore pour vous quelques bontés », les deux derniers vers pouvant être entendus comme une stratégie pour se réattacher à Alceste, justement en jouant volontairement sur son travers de jalousie. Que révèle cette dispute sur l'amour des personnages ? Premièrement, toute cette dispute est en réalité la simple mise en scène d'une crise de jalousie. En réalité, Alceste ne voit que les preuves qu'il veut voir, tout simplement parce qu'il ne croit que ce qu'il veut croire. La problématique de la croyance dans le texte va ainsi être reliée par l'objet qui est censé constituer une preuve aux problématiques plus générales de l'amour et du langage. Cette crise de jalousie va être représentative d'un amour extrêmement possessif de la part d'Alceste, un amour qui est possessif mais qui est aussi rancunier et qui va se matérialiser par des reproches, voire des injures à l'encontre de la femme qu'il est censé aimer. A l'inverse, Célimène va proposer une défense en deux temps, une explication et une acceptation ironique. Lorsque l'on considère plus précisément ces deux temps, on se rend compte qu'ils vont être, là encore, révélateurs de l'amour potentiel de Célimène. En effet, pour ce qui est de l'explication, ce billet est écrit pour une femme, eh bien, ce que l'on sait des circonstances d'acquisition de ce billet par Alceste, sans compter la surprise de Célimène quant à ces accusations, amène plutôt à pencher en faveur de la véracité de cette explication. Ce billet est effectivement pour une femme, sans doute pour Arsinoé, qui l'utilise pour manipuler Alceste et faire tomber Célimène.
Sa défense ironique, en revanche, est plus ambiguë, puisque ce que l'on sait du comportement des personnages va poser finalement un doute sur la possibilité d'une stratégie hypocrite de la part de Célimène. Il y a donc une indistinction généralisée, peut-être qu'elle l'aime, peut-être qu'elle ne l'aime pas, mais cette indistinction, elle est à relier avec la problématique générale de l'œuvre, qui est l'hypocrisie, à savoir, peut-on encore croire ce qui est dit dans une société hypocrite ? En réalité, quel que soit le point de vue, c'est plutôt un amour paradoxal qui va être mis en scène ici, tout simplement puisque Alceste va finir par préférer être trompé que d'avoir tort. C'est donc qu'il se préfère, lui, à Célimène, posant ainsi la question de la légitimité de son amour. Et Célimène, de son côté, préfère avouer une liaison imaginaire que de perdre l'amour d'Alceste. Son statut de personnage hypocrite laissant toujours un voile d'incertitude quant à la véracité de l'une ou de l'autre. En réalité, la dispute va ici interroger sur la valeur d'un amour qui n'avance que masqué par des mots dont toute interprétation est sujette à débat. Et c'est bien l'intérêt de ces problématiques liées à la preuve en amour, puisque dans le billet, les mots sont objectifs, mais leur interprétation est bel et bien subjective, ce qui va venir modéliser la mise en abîme dans le dialogue. L'amour repose sur la foi, et c'est précisément cette foi qui est l'enjeu du texte. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de l'interrogation vers 33 à 36. Dans ces 4 vers, nous n'avons aucun point d'interrogation. Il est donc impossible que ces interrogations soient directes et donc il est nécessaire qu'il s'agisse d'interrogations indirectes. La construction de l'interrogation indirecte se fait par le biais du discours, lui-même indirect. Il est donc traditionnellement introduit par un verbe de parole et constitué par une proposition subordonnée conjonctive complétive, complément d'objet direct de ce fameux verbe introducteur de discours. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas spécialement de verbe de parole dans nos 4 vers. Il va donc falloir commencer par chercher les propositions subordonnées conjonctives complétives. Nous avons 2 conjonctions de subordination, qui et pourquoi, qui sont intéressantes puisqu'elles peuvent aussi bien être conjonctions de subordination qu'adverbes interrogatifs, ce qui pourrait nous permettre de dire qu'elles introduisent effectivement des interrogatives indirectes. Nous aurions ainsi « Qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de Findre ?» et « Pourquoi, si mon cœur penchait d'un autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité ?» On aurait ici donc 2 interrogatives indirectes qui seraient coordonnées par la conjonction de coordination « et qui viendrait compléter mécaniquement le verbe « savoir », qui n'est pas spécialement un verbe introducteur de discours, mais qui, en conjonction avec le verbe « vouloir » au conditionnel, montre bien qu'il s'agit en fait d'une demande de réponse, ce qui correspondrait bien, effectivement, à des interrogations.